Pour que nature vive. Pour que nature vive. Le podcast du Muséum pour comprendre le vivant et notre planète. Le vivant et notre planète. Série spéciale Océan. Une odyssée avec les scientifiques du Muséum. Comment la vie est-elle passée de l'océan au continent avec Sylvie Crasquin? C'est le voyage aller-retour le plus inouï de l'histoire de l'évolution. Non seulement certaines espèces aquatiques sont devenues terrestres, mais des millions d'années plus tard, d'autres sont retournées dans l'océan. Une épopée folle que va nous raconter Sylvie Crasquin. Vous êtes paléontologue, directrice de recherche au CNRS et directrice du CR2P au Muséum national d'histoire naturelle et Sorbonne Université. Bonjour madame. Bonjour. Alors nous sommes au Dévonien, il y a environ 360 millions d'années. Alors les poissons cartilagineux et osseux vont évoluer et commencer à sortir de l'eau. Mais comment est-ce qu'ils ne finissent pas comme tous les poissons qu'on sort de l'eau aujourd'hui et comment est-ce qu'ils ont pu respirer sur le continent ? Alors voilà une adaptation particulièrement intéressante dans l'histoire de la biodiversité sur notre planète. Alors l'adaptation de ces organismes à la vie hors de l'eau, elle va se faire essentiellement à cause des conditions environnementales, c'est-à-dire le niveau de la mer va baisser et donc les organismes qui vivaient près des plages vont devoir s'adapter. Mais en aucun cas par la volonté des individus. Attention, c'est vraiment pas les individus qui ont décidé de partir à la conquête du continent comme on l'entend parfois et surtout pas du jour au lendemain. Ça va se faire de façon très progressive. Et en particulier, cette adaptation à la vie hors de l'eau, elle va se faire en trois phases. Tout d'abord, ce sont les plantes qui vont être les premières à se développer sur le continent, donc avant le Dévonien, à partir de l'Ordovicien autour de 470 millions d'années. Ensuite, ce seront les arthropodes à partir du Silurien dévonien aux alentours de 425 millions d'années. Et ensuite, les tétrapodes à partir du Dévonien moyen. Alors tous ces organismes, qu'ils soient végétaux ou animaux, vont devoir acquérir des structures qui vont leur permettre de s'affranchir du milieu aquatique. Et tout ça, ça va être très progressif, bien sûr. Au départ, les premiers organismes ont commencé à avoir des structures qui vont leur permettre de survivre, vont rester très inféodés au milieu aquatique, en particulier pour la reproduction. Donc en fait, pour que ces organismes, qu'ils soient animaux ou végétaux, il va falloir qu'ils acquièrent des structures de soutènement, c'est-à-dire des structures qui vont leur permettre de tenir debout, si j'ose dire, à la surface de la Terre en milieu aérien. Alors pour les végétaux, ce sera par exemple la lignite, qui va former par exemple les troncs. Alors pour les arthropodes, ce sera les squelettes. Il faudra qu'ils aient des structures pour les faire tenir debout. Il faudra qu'ils aient un système circulatoire adapté au milieu terrestre, surtout un système respiratoire aérien. C'est quelque chose de complètement différent de le système respiratoire terrestre et le système respiratoire en milieu aquatique. En particulier, les plantes vont acquérir des stomates qui vont leur permettre de respirer. Et pour nos tétrapodes, il va falloir acquérir la respiration pulmonée, la respiration avec des poumons. Il faudra des stratégies de reproduction en dehors de l'eau, et en particulier les organismes, les animaux vont développer les œufs, qui vont pouvoir permettre de se reproduire sans eau. Et puis il faudra limiter les pertes en eau, donc on va avoir la cuticule chez les plantes, ou encore des carapaces, ou la thermorégulation chez les animaux qui vont se développer à cette époque. Qu'est-ce qui va se passer une fois qu'ils sont sur Terre ? Est-ce que vous êtes en train de nous dire que ce sont les mêmes poissons qui vont évoluer au point de devenir d'autres espèces jusqu'aux singes et donc aux humains ? Eh bien oui, cette histoire qui mène à nous, elle commence avec les poissons. Alors l'ensemble des poissons osseux, ce qu'on appelle les ostéichthyens, vont se séparer au Dévonien en deux branches. D'un côté, les poissons qui vont avoir des nageoires rayonnées, c'est-à-dire à peu près tous les poissons modernes que nous connaissons, les truites, les harengs. Et puis les poissons qui vont, eux, avoir des nageoires lobées. Alors à l'époque, ce sont les sélacantes, qui sont des organismes tout à fait mythiques que l'on trouve encore actuellement, rarement malheureusement, mais qu'on trouve encore un petit peu. Et puis donc ces poissons à nageoires lobées vont donner plus tard aussi les tétrapodes.
Ces tétrapodes, ils vont se diversifier très fortement au Carbonifère, c'est-à-dire aux alentours de 350 millions d'années. Alors, au Carbonifère, ces reptiles, alors on met le mot reptile, c'est un groupe où on met beaucoup de choses, donc ces reptiles vont se diviser en 3 groupes qui, en fait, vont se reconnaître au nombre d'ouvertures qu'ils ont sur le crâne. Alors, on va avoir les anapsides, qui n'ont pas d'autre ouverture que les orbites. Alors, ce sont des organismes qui sont primitifs, peu diversifiés, et le seul exemple qu'on ait encore actuellement, ce sont les tortues. Ensuite, on va avoir les diapsides qui vont avoir 2 ouvertures derrière l'orbite. Et là, on va avoir les archosaures, c'est-à-dire tous les grands reptiles marins et volants, les dinosaures, les serpents, les oiseaux. Donc c'est un groupe qui va être extrêmement abondant au Jurassique, au Crétacé. Et ensuite, on va avoir les synapsides qui n'ont qu'une seule ouverture derrière l'orbite. Et ces synapsides vont, eux, évoluer vers les reptiles mammaliens, puis les mammifères, c'est-à-dire vers nous. De ces 3 familles, laquelle va parvenir à s'implanter sur la terre ferme et sous quelles conditions ? Donc ce sont les synapsides, les reptiles mammaliens, puis beaucoup plus tard, les mammifères vont devoir s'adapter à la vie hors de l'eau. Alors durant les périodes d'aridité, le manque d'eau va faire que les premiers organismes vont devoir s'adapter à cette vie émergée. Et donc ils vont devoir acquérir des caractéristiques très différentes de celles qu'ils avaient pour survivre dans l'eau. Donc, il va falloir pouvoir limiter les pertes en eau et réaliser les échanges gazeux, en particulier la respiration sans les branchies. Donc, il faut savoir que les premiers tétrapodes qui vont sortir de l'eau, qui vont devoir s'adapter, ont un système un peu mixte. Ils ont à la fois des branchies et à la fois des poumons. Et au fur et à mesure du temps, les poumons vont devenir prépondérants sur les branchies. Donc, ils vont devoir également résister à la gravité. Donc, c'est pour cela qu'en fait, les membres vont un peu se modifier pour passer de la nageoire à des vrais membres qui vont permettre de marcher sur la terre ferme. Il va falloir assurer la reproduction. Et là, on va avoir apparition des œufs, en particulier des œufs amniotiques un peu plus loin. Il va falloir aussi résister aux variations de température. Au fur et à mesure, on va avoir l'apparition de la thermorégulation, c'est-à-dire des animaux à sang chaud. Il faudra aussi humidifier les yeux, donc on va avoir apparition des paupières en particulier. Et puis l'audition, puisque en fait les sons transmis dans l'air ne sont pas du tout les mêmes que ceux transmis dans le milieu marin. Les tout premiers organismes terrestres, en fait, vont rester très très liés au milieu aquatique. Ils ne vont sortir que de façon tout à fait ponctuelle. Et puis toujours ce retour à l'eau pour la reproduction, comme le font en particulier encore les batraciens actuellement. Et la grande innovation pour la vie et le développement de la vie en milieu terrestre, ça va être la possibilité de pondre des œufs sur la Terre. Et c'est l'apparition de l'œuf amniotique, c'est-à-dire de cet œuf qui est protégé. Et cet œuf, le premier que l'on connaît, on l'a trouvé dans du Carbonifère supérieur, c'est-à-dire il y a 315 millions d'années. Et on a trouvé, dans des gisements à peu près du même âge, le tout premier reptile connu, complètement affranchi du milieu aquatique, c'est Hylonomus. Il y a 315 millions d'années, Hylonomus va se développer petit à petit jusqu'à ce qu'on connaît actuellement. Mais comme je l'avais annoncé en introduction, c'est un voyage aller-retour, donc délaissons ceux qui restent sur la terre ferme. Pourquoi est-ce que certains sont retournés à l'eau ? Est-ce que c'est par peur de la prédation terrestre ? Est-ce que c'est par goût du frisson ? Ou est-ce que c'est par mémoire génétique ? Alors, tout d'abord, il faut savoir que ce retour à l'eau complet a eu lieu 2 fois au cours des temps géologiques. La première fois, c'était il y a 280 millions d'années, à peine 100 millions d'années après la sortie des eaux. Et ce sont les reptiles qui vont envahir les mers. Ils disparaîtront tous à la fin du Crétacé, en même temps que leurs collègues qui vivaient sur Terre, les dinosaures. Les tortues sont elles aussi retournées à l'eau au Jurassique il y a environ 155 millions d'années. Et le second retour très important, c'est celui des mammifères, il y a 50 millions d'années, avec en particulier les cétacés. Donc pourquoi ce retour à l'eau ? Bien, c'est une grande question.
Il semble à peu près sûr que ce soit pour se nourrir. La richesse en nutriments de toutes sortes dans le milieu marin va pousser les animaux à s'aventurer de plus en plus loin dans le milieu marin et certains vont complètement s'y réadapter. On peut aussi évoquer le besoin de protection, soit des prédateurs, soit de l'augmentation de température. Les variations de température peuvent aussi être vraiment une raison de ce retour à l'eau. Bon, c'est sans doute un peu détroit sans qu'il soit possible vraiment d'affirmer l'un ou l'autre. En tout cas, merci pour toutes ces hypothèses. On va phosphorer dessus et surtout méditer devant l'extrême humilité qu'il faut face aux variations de température. On a bien compris avec vous que l'espèce était capable de beaucoup s'adapter, mais qu'il fallait beaucoup de temps. Merci beaucoup, Sylvie Crasquin. Dans cet épisode, vous venez d'écouter Sylvie Crasquin, paléontologue, directrice de recherche au CNRS et directrice du CR2P à Sorbonne Université et au Muséum national d'histoire naturelle, interviewée par Vincent Hédin. Pour que nature vive, un podcast produit par le Muséum national d'histoire naturelle et création collective, avec le soutien du Crédit Agricole et de la financière de l'Échiquier. Pour la réédition du livre Avant que nature meure de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au Muséum, a écrit une postface intitulée Pour que nature vive, qui a inspiré le titre de ce podcast.